et le scandale de Balzac. Donc Auguste Rodin, sculpteur, grand sculpteur, hein, sur proposition d'Émile Zola, reçoit la commande de Balzac par la Société des gens de lettres. Alors il accepte évidemment. C'est ça qui est intéressant en fait dans ce travail, c'est il va faire de nombreuses recherches documentaires qui vont durer des années. Alors qu'il n'y a pas de place à l'improvisation. Il y a beaucoup d'expérimentation chez Rodin, bien sûr, je parle de Rodin. Et il va vraiment. Alors là, on voit déjà des portraits de Balzac. Et il va vraiment tenter d'être au plus proche de Balzac. Vous voyez, alors là, il a récupéré des portraits de Balzac. Balzac à 24 ans, Balzac à 30 ans, qui a été dessiné par Louis Boulanger. Balzac à 42 ans, toujours Louis Boulanger. Et Balzac, d'après un daguerréotype, donc les prémices de la photographie en 1842. Donc on a l'évolution du Balzac jeune à un Balzac plus âgé. Et en effet, Auguste Rodin, il recueille une foule d'informations sur l'écrivain. Il va vraiment, il est fidèle finalement à la méthode de l'écrivain qui faisait la même chose, Honoré de Balzac, qui se documentait énormément avant d'écrire, avant de camper ses personnages. Et il va vraiment faire un long et méticuleux travail de préparation qui sont peu conformes aux attentes coutumières finalement des commanditaires, de la Société des gens de lettres. Et c'est là où vous allez voir, ça va créer quelques problèmes. Euh, Rodin va aussi relire les grandes œuvres de Balzac. Il va réunir donc ses portraits, il va le représenter et il va modeler une série de têtes importantes. Il va aussi disposer d'un médaillon qui va lui permettre de préciser finalement le portrait. Alors on voit là le début des croquis d'Auguste Rodin et il a très vite envie finalement de le représenter dans une robe de chambre. Dans une robe de chambre avec l'idée, c'était un dialogue d'ailleurs avec Émile Zola, l'idée de représenter la hauteur de Balzac, la grandeur d'idée finalement. Bon, on est au 19e, on est encore sur une vision académique hein, de la peinture, de la sculpture. Et c'est vrai que cette vision d'Auguste Rodin, elle détonne un petit peu par rapport à la vision académique. Et on va voir que ça va générer également à ce niveau-là, et la temporalité et la vision de Rodin, quelques sources de conflits, notamment chez les commanditaires. Donc il la veut forte, il la veut stable, il la veut avec les bras croisés, il la veut longue. Il le veut dans une robe de chambre, sans ceinture, avec les jambes légèrement écartées. Il va même, donc il va être vraiment dans cette idée d'un Rodin en fait qui est en pleine inspiration, d'où la robe de chambre. C'est-à-dire qu'il est vraiment, ce qu'il veut montrer, c'est cet homme qui est inspiré, cet homme, cet artiste en fait, au-delà de, de l'être humain. C'est ce qu'il a envie de représenter. Et il va faire réaliser de nombreuses maquettes. Alors, vous voyez, des maquettes en argile, des maquettes en pierre, des maquettes en bronze, des maquettes en plâtre. Vous voyez, là, celle-là, elle est très intéressante que j'entoure. Il va mettre une véritable robe de chambre sur la maquette pour pouvoir avoir l'effet drapé et pouvoir représenter l'effet drapé de la robe de chambre. Donc, je ne sais pas, je crois qu'Alec était en train d'écrire un message, mais je ne le vois pas. Donc, de nombreux croquis, de nombreuses maquettes, de nombreux modelés. Hein, vous voyez les études du Balzac qui sont différentes les unes des autres, où on a vraiment peut-être un portrait qui de plus en plus s'apparente à un portrait qui est le portrait plutôt vieillissant de Balzac. Ça va durer
des années. Là, on a le fameux Auguste Rodin dans son atelier, en train avec une sculpture en plâtre de Balzac. Et ça va générer des histoires qui vont être écrites dans les journaux, parce que, en effet, au moment où la commande devait être terminée, elle n'est absolument pas terminée. Et, euh, et en fait, les commanditaires s'inquiètent de voir que finalement, il y a encore cet Auguste Rodin qui est encore en train de se documenter, de réfléchir, de faire des modèles, des maquettes. Et il dit, je vous le cite, j'ai eu tort, il est vrai, nous dit de ne pas livrer la statue dans le délai convenu, puisqu'il ne la délivre pas dans le délai convenu. Mais je suis bien excusable. Dans ces choses de l'art, on ne sait jamais en effet le temps qu'il faut pour mener une œuvre de ce genre à bonne fin, car ce n'est pas tant l'œuvre en elle-même que sa conception qui exige des recherches longues et pénibles. C'était en 1894. Il y a de nombreux articles dans les journaux pour parler de cet effet, puisque comme il n'a pas livré la sculpture à temps, on lui demande de payer des pénalités. On le menace d'ailleurs de ne pas payer, de ne pas prendre sa sculpture et ensuite de payer des pénalités. Voyez une caricature à l'époque de Pierre Werber dans un journal qui s'appelle Les Werbers, avec ce fameux Auguste Rodin qui est en train de sculpter cette énorme sculpture et les gens de lettres qui sont tout autour, qui regarde d'un œil sceptique et méfiant ce qu'il est en train de faire, parce que outre le fait, puisqu'ils sont allés le voir dans l'atelier, outre le fait qu'ils sont mécontents parce qu'ils ne délivrent pas l'œuvre en temps et en heure. Bon, quand ils voient l'œuvre, à quoi elle va leur ressembler, ils sont aussi mécontents. Enfin, c'est quelque chose qui les déplaît, qui leur déplaît, pardon. Vous voyez, quand on voit cette œuvre de Balzac, quand on voit ce portrait, il y a quand même quelque chose voilà, qui est assez probant, assez, euh, assez sensible, hein, dans les portraits de Rodin. Je vous ai mis le petit article du journal où on lui demande 10 000 francs d'amende pour pas avoir, donc avec tout un article pour pas avoir délivré la sculpture en temps et en heure. Bon, c'est quand même Auguste Rodin, voilà, vous imaginez. Mais voilà, ça a été une grande polémique et finalement, ils vont pas, ces gens de lettres vont pas accepter cette sculpture, ils vont pas la vouloir et Rodin, finalement, il fait fi de ça et il dit: «Si la vérité doit mourir, mon Balzac sera mis en pièces par les générations à venir. Si la vérité est impérissable, je vous prédis que ma statue fera du chemin. Cette œuvre dont on a ri, parce qu'ils s'en sont moqués en effet, qu'on a pris soin de bafouer parce qu'on ne pouvait la détruire, c'est la résultante de toute ma vie, le pivot même de mon esthétique. Du jour où je l'eus conçu, je fus un autre homme. Voilà, donc tout le propos de l'artiste. On voit la sculpture qui est finalisée, elle est restée en plâtre pendant 22 ans de mémoire. Oui, 22 ans après la mort de Rodin, j'avais laissé le texte. Elle est moulée, bronzée et elle est posée le 1er juillet 1939 à Paris. Donc c'est une histoire qui a perduré, Rodin voulait prendre son temps, n'avait pas l'intention du tout de faire. Il a pris cette commande à bras le cœur. Émile Zola était un de ses alliés, mais c'est vrai elle n'a pourtant pas été acceptée et elle a été simplement exposée 22 ans après. Il n'aurait jamais fait une autre œuvre pour plaire aux gens de lettres. C'est-à-dire qu'il avait décidé de faire cette œuvre. C'est comme ça qu'il qu'il imaginait cette œuvre et il a respecté son processus, sa démarche artistique jusqu'à la fin, quitte finalement à ce que l'œuvre soit détruite et qu'il n'obtienne rien pécuniairement. Donc c'est une démarche qui est intéressante, outre la démarche documentaire.
parce qu'en effet, elle a duré quasiment 3 ans. Et puis ensuite, la réalisation de l'œuvre, qui a duré aussi très longtemps. Bah, c'est vrai que c'était important de, de voir tout ce process sur une œuvre d'un écrivain qui, euh, qui, qui a tenu tête finalement. Alors plus que ça, parce que j'étais en train de chercher justement, j'avais un doute. Elle a été, la, la, la commande a été faite en 1888. Et les gens de lettres la refusent en 1898, c'est-à-dire 10 ans après. Donc, vous voyez, c'est une démarche, un processus qui a duré très, très longtemps, de nombreuses années. Euh, Voilà, je vous montre également du même sculpteur, sa façon un peu de travailler. On retrouve ça dans La Porte des Enfers. Bah, allez voir si ça vous échappe. Donc, c'est vraiment une méthodologie dans le travail où il va en effet mouler pour conserver la mémoire d'un état temporaire. Il va reprendre des moules, les mettre dans des sens différents, les multiplier. Il va en constituer un répertoire à travers ces moules. Il va ajouter des éléments, en enlever. Donc, il va vraiment, à partir d'un moule, finalement, pouvoir produire de nombreuses pièces qui sont des pièces uniques. C'était une démarche, une méthode de travail qu'il affectionnait. Euh, on voit à nouveau ce moule, hein, c'est le même qui est un peu différent. Vous voyez ici. Euh, Même chose, l'amour debout. Et puis, on a aussi ces trois ombres avec les éléments, ces éléments qui sont reproduits, répétés. Alors, il y a une petite différence de composition. Ils sont mis de profil ou ils sont mis de face. On change le point de vue, on change la présentation. Mais le moule est le même. Donc, c'est intéressant. Je trouve cette façon de travailler qui est extrêmement moderne pour l'époque, c'est-à-dire aller utiliser un même moule pour ensuite ajouter, soustraire, le reproduire, le répéter, le changer de point de vue pour en créer une œuvre unique. Dans la démarche, dans la méthodologie, c'est quelque chose qui est intéressant et que de nombreux artistes ensuite modernes et dans la sculpture et dans la peinture et dans les installations ont repris à leur compte. Alors, des petits clins d'œil sur des artistes pour que vous voyez un petit peu, que vous ayez voilà, cette vision, alors qui est un petit peu succincte, hein, je vous l'accorde, de leur travail. C'est un peu le making-of, si vous voulez, un peu le côté, l'envers du décor. Donc, Julio Lopez Hernandez, qui est un sculpteur qui est décédé maintenant, hein, mais du 20e, espagnol, Monumento à Washington Irving. Donc, on voit un dessin, un croquis avec sa mise en ambiance. On voit le sculpteur qui est au travail avec les nombreuses photos du personnage qu'il va sculpter tout autour de lui, de dos, de profil, de face, etc. Avec un modèle, vous voyez le modèle à côté. On a différentes répliques de l'œuvre, donc différentes études, hein, différentes maquettes en plâtre, en argile, etc., de différentes tailles, de différentes proportions. Euh, on a un moulage qui est ici. On a juste le buste qui est ici, qui est en cire, pour pouvoir le mouler ensuite. On a la pièce qui va être la pièce finale ici, et puis la pièce qui est installée là. Voilà, bon, alors on le sait, mais c'est vrai que c'est intéressant, je trouve, de voir les visuels et de voir l'envers derrière le rideau, ce qui se passe. On imagine bien qu'une sculpture comme ça, c'est un travail immense, mais un travail d'autant plus immense dans la démarche, c'est-à-dire que la démarche est parfois longue et fastidieuse et demande finalement d'utiliser de nombreux outils, de nombreux médiums pour de nombreux points de vue, des notions de dimensions différentes, des mises, des perspectives d'ambiance, des choses comme ça, pour pouvoir l'appréhender au mieux et pour pouvoir la finaliser au mieux.
Je continue avec Vittorio Lavazzo. Alors, même chose, hein, on est sur des petits clins d'œil. Donc, sculpteur, contemporain. Donc, vous voyez, là, on a un croquis en couleur qui est en mouvement. Donc, on sent déjà, hein, si on enlevait tout ça, on sent déjà que la sculpture, elle va avoir ce côté mobile, cette idée de mouvement, hein, on le voit bien dans le dessin, cette idée de mobilité. C'est un grand sculpteur, hein, Vittorio Lavazzo, d'origine italienne. Regardez ces sculptures, elles sont vraiment splendides. On voit cette idée d'équilibre, hein, de la sculpture qui est là. Il y en a une autre qui est là, une réplique. Donc, on est dans des études. Vous voyez, à nouveau, on est toujours dans des études. Là, en argile, elle est dans... Alors, il me semble que c'est du plâtre qui est peint. Je ne pense pas que ce soit du bronze. Là, on est dans des dessins qui montrent aussi les esquisses. Alors, il n'y en a pas eu qu'un de dessin, mais on vous en montre un avec cette notion de vertige. Vous voyez les éléments, les volumes qui sont ensuite réalisés en argile ou en plastiline peut-être. Peut-être que c'est de la plastiline juste à côté. Donc, voilà, bien, enfin, il y a une concordance entre le déséquilibre, la composition du dessin, l'esprit de la sculpture et la sculpture finalisée qui est bluffante, hein. Donc voilà, donc là, on sent bien que la démarche créative, la démarche intellectuelle, elle est déjà dans le dessin. Finalement, la finalité, elle traduit déjà un dessin qui est très abouti. Euh, euh, donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir ces éléments-là les uns à côté des autres. Autre sculpteur euh, différent dans son approche, hein, Pao Gargallo, sculpteur moderne qui est mort dans les années 30. Euh, il a démarré, lui, le travail de direct de la sculpture du métal. Donc, il a démocratisé ça. Vous voyez, alors là, c'est intéressant aussi parce qu'on a une maquette en carton avec les différents éléments qui sont fragmentés, qui lui permettent finalement d'appréhender les formes, de voir un peu comment ça fonctionne. On a une maquette, une étude ici qui semble quand même une étude bien finalisée en métal enfin, c'est un portrait. On a ces éléments-là à nouveau qui sont fragmentés, qui vont nous permettre d'appréhender cette sculpture-là. Oui, pardon, les deux sont associés, hein. J'ai omis de le dire. C'est-à-dire qu'on a cet élément-là fragmenté qui va nous donner ce portrait qui va permettre d'étudier cette sculpture du portrait. Et puis, même chose ici, ces éléments qui sont fragmentés en carton, ces formes qui sont découpées vont permettre finalement de finaliser cette sculpture. Et là, on est sur un croquis, sur un dessin avec cette sculpture qui est réalisée à côté, en métal également. Voilà, donc maquette et dessin dans une démarche plastique, dans une démarche créatrice. Anne Tung, que vous connaissez peut-être, qui fait ces sculptures très étranges aussi, assez cinétiques, numériques, on pourrait dire, hein. Il y a vraiment cette idée de pixels à travers ses œuvres. Alors c'est intéressant de voir aussi, il y a un grand travail de plan au départ avec des dimensions qui sont définies, avec des proportions qu'ils ont définies, avec ces notions d'ombre, également de lumière, pour ensuite aller sculpter le bois et représenter ces différentes formes en passant de l'oreille à des éléments plus animaux. Je vous ai mis d'autres visuels de cet artiste. Alors on voit, c'est intéressant de voir sa façon de procéder, sa façon de travailler avec ces éléments qui rappellent les fameux jeux de construction, ces éléments de bois
pour ses portraits en tout cas, hein, qu'il va accumuler, superposer en les décalant, hein, grâce à ces étapes préalables de croquis qu'il a réalisées. Et puis ensuite, il va les coller, les amalgamer pour aller sculpter ces éléments et laisser transparaître ces petits parallélépipèdes dépasser plus ou moins de ces portraits et avoir cet effet de portrait qui se pixelise heu, dans sa production finalisée. Barbara Hepworth, qui est une sculptrice un peu qu'on a comparé beaucoup à Henry Moore. Alors pas parce qu'ils ont la même nationalité, c'est-à-dire anglaise, mais dans les appréhensions des formes. Elle a beaucoup travaillé sur l'enfant et la mère. Ses formes sont vous voyez, plutôt douce. Elle a beaucoup travaillé aussi sur les matériaux. Là, on la voit dans son atelier, à nouveau, le croquis avec la forme finalisée. Vous voyez? Et le croquis, on voit bien les ombres, on voit bien les rebords, les lumières, on voit bien les éléments qui sont évidés, cette notion d'équilibre sur un socle avec cette sculpture qui est ici réalisée. Bon, vous voyez, on est très très proche de l'esquisse, hein, du dessin préparatoire. Heu, il y a ce travail chez cette artiste aussi dans les matériaux. Elle avait vraiment une passion pour les matériaux, en passant par les marbres, les essences de bois exotiques, que ce soit du teck, de l'acajou, du séquoia, enfin, du bois de Birmanie et cetera, du bois de rose. Mais il y a vraiment cette sensualité à travers les choix de matériaux chez elle, qui la différencie certainement de beaucoup d'autres sculpteurs. Bon, on est toujours dans la même, heu dans la même idée, hein, à travers ce processus artistique. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement intellectuel qui se traduit par un dessin, par une maquette et qui va ensuite être exécuté dans l'œuvre finale avec le matériau que l'on a choisi. Toujours un petit clin d'œil sur Atta Jaber, un autre sculpteur. L'idée, c'est à travers ces clins d'œil, c'est ceux qui vraiment quand vous voyez un travail qui vous intéresse, notez l'artiste et puis allez voir ce qu'il fait de façon à pouvoir l'approfondir. C'est ça qui est intéressant parce que vous n'allez pas être sensibilisé par toutes les œuvres, mais certaines vont vous sensibiliser plus que d'autres. Donc voilà, notez le nom, puis allez voir un petit peu ce qu'il fait. Là, ça semble anecdotique, mais ça l'est pas. Alors, il y a des très belles vidéos sur YouTube d'Atta Jaber, qui est un grand sculpteur également. Alors, des vidéos de cours, hein, de sculpture. Et voilà, là, on est vraiment sur quelque chose aussi qui est de l'ordre de la technicité dans l'élaboration d'une sculpture avec ces notions de proportion. Vous voyez, il prend le compas pour avoir exactement les mêmes proportions d'un côté et de l'autre, le travail de la symétrie, etc. Voilà, si ça vous intéresse, regardez ces vidéos parce qu'elles sont assez passionnantes dans l'élaboration des sculptures. Autre clin d'œil, William Delay, alors même chose, si son travail vous intéresse, ça paraît assez confus, c'est un céramiste, dans ses dessins contemporains. Mais alors, voyez, les dessins colorés dans dans un joyeux chaos et ces céramiques qui sont élaborées ensuite. Bon, on reconnaît l'esprit, hein, aisément à travers ces dessins. Il y a tout un tas de symboles qui sont des symboles plutôt celtiques à travers ces dessins. Bon, c'est très, très élaboré, très défini, très très dessiné pour le coup et puis on le voit ici, on voit les motifs, hein, vous voyez le dessin correspond à celui-ci et là on a ces éléments-là. Allez voir ces dessins si ça vous intéresse. Alors c'est vraiment,
Ce sont vraiment des dessins assez peu communs, très détaillés, avec, oui, cet esprit un peu comme ça de chaos, mais qui n'en est pas un, qui est un chaos très ordonné. C'est intéressant sa façon justement d'appréhender son processus artistique. Il est vraiment, on a l'impression vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails, beaucoup d'éléments. C'est très précis. Et puis ensuite, à travers la réalisation, l'exécution, il y a quelque chose qui s'épure, qui s'affine, qui se simplifie, on va dire. Autre façon de travailler. Autre clin d'œil, une artiste que j'aime beaucoup, Chiharu Shiota, qui travaille avec des fils. Ouais, elle est vraiment dans un travail de la matière. S'il y a quelque chose de enfin de magique, hein, dans sa façon de travailler. Alors on est plutôt dans les installations. Ce sont des fils qui sont enchevêtrés. C'est comme une mer, hein. Là on le voit, une mer de fils rouges. Elle avait ajouté, là on le voit, des clés dans cette mer de fils rouges, des clés rouillées, des vieilles clés. Et vous voyez la barque, hein, bon, c'est très poétique. Il y a un côté aussi très mystique. Euh, c'est une vision du monde, hein, assez bouleversante, quelque chose de l'ordre du cataclysme, un monde un peu, une fin de monde un peu métaphorique, avec quelque chose de beau, d'étrange enfin, de beau et d'étrange à la fois, ou de beau et d'effrayant à la fois. Enfin, c'est quelque chose qui vraiment la caractérise. Euh, Elle est dans quelque chose de l'ordre aussi de l'absence, de la mémoire des choses dans ce qu'elle fait. Alors, ce qui nous intéresse, évidemment, vous voyez ces dessins. Alors, il y en a beaucoup aussi, hein, quand on les cherche, il y a pas mal de sites où on voit ces dessins. Vous voyez, il y a quelque chose de très croqué, hein, de très, Heu, voilà, on est vraiment dans le croquis, dans l'esquisse, et puis, mais on a bien cet esprit quand même, de l'installation à la fin, avec ces fils qui s'enchevêtrent, qui se superposent les uns les autres, qui créent comme ça un jeu de toile d'araignée avec ces clés qui pendent et cette barque dessous. Même chose ici, hein, avec ces papiers qui sont enchevêtrés, dans ces fils qui sont agglutinés. Hem, voilà, bon, il y a toute une je vais pas rentrer dans les détails sur la démarche personnelle de cet artiste, parce qu'il y a une vraie démarche personnelle avec, là, elle vit à Berlin, elle a un atelier à Berlin, et il y a vraiment une évolution dans sa démarche personnelle qui est liée à sa vie privée, et avec, un parcours de vie qui est, lié voilà, à une maladie, qui va être, guéri, puis qui va revenir. Donc il y a toute une appréhension de sa vie privée qui se retrouve dans ses œuvres, avec cette angoisse prégnante, de la mort, en tout cas de l'inconnu, euh, du futur, à travers sa propre vie, qui se dénote dans sa démarche, et qui vraiment une évolution dans toute sa démarche et dans tout son process artistique. Autre clin d'œil d'une artiste qui s'appelle Cristina Iglesias, qui est une artiste espagnole également, qui a fait une œuvre sur la côte basque, à côté de San Sebastián. C'est une île qui s'appelle Santa Clara, et il y a un phare qui était abandonné sur cette île. Et puis elle a voulu, enfin, elle a voulu faire une œuvre. C'était pas une commande, hein, et cette œuvre, elle est assez, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est assez gigantesque. Il y a tout bon, aussi, qui a demandé un certain temps, un temps conséquent. Donc, il y a une démarche, donc déjà, de ce phare qu'elle avait vu.
depuis des années, elle est originaire de cet endroit, que c'est un lieu qui vraiment l'a hanté, l'a capté, avait capté toute son attention. Et puis, c'est une idée qui a germé tout au long de son évolution personnelle et artistique. Et puis, elle a fini par proposer cette œuvre qui est une œuvre gigantesque qui représente, vous voyez là, donc on est à l'intérieur du phare là, hein. Là, c'est une maquette, bon, un dessin de l'intérieur, la maquette avec les murs et l'intérieur. Et puis là, on est dans le phare. Là, on est aussi dans le phare avec l'escalier qui nous permet de voir cette œuvre qui est en contrebas, en contre-plongée, on pourrait dire. Et donc, c'est du bronze avec de l'eau. Et en fait, ça s'appelle Ondalea. Ça veut dire, si on le traduit, c'est du basque, gouffre dans la mer. Et l'idée, c'était de représenter bah, les falaises telles qu'on peut les voir sur cette côte, qui sont justement sculptées par la mer, érodées par la mer, en bronze, traduite en bronze. Le projet, c'est de symboliser la défense des causes écologiques et de la conservation de l'environnement en prenant un bout de la nature à l'extérieur, dans cet environnement-là, pour le mettre à l'intérieur de ce phare qui était un phare abandonné. Pour pouvoir donc on est dans un peu dans cette idée de sacraliser ce bout de nature, hein, pour l'exposer, pour le représenter, pour le présenter à l'intérieur de ce monument. Bon, c'est gigantesque, hein, de mémoire, il a fallu 35 hélicoptères pour transporter les pièces de bronze. Je crois que c'est 15 tonnes de bronze. Enfin, c'est gigantesque. C'est une œuvre qui a coûté au moins 4 millions d'euros. Je crois que c'est Donastia, donc la commune, qui a payé intégralement l'œuvre. On est sur un truc gigantesque, mais qui est une démarche, et c'est ça qui nous intéressait, qui est une démarche de cette artiste de longue date. C'est-à-dire elle avait vu ce lieu très jeune, et puis ça l'avait marqué. Et puis voilà, le germe était là à l'intérieur de sa tête, de son cerveau. Et puis ça a germé, ça a continué à, à pousser. Et puis à un moment donné, des années après, une idée est apparue. Et puis elle a fait les démarches, elle a fait un dossier. Ça a mis longtemps, mais elle a fini par aboutir et puis réaliser cette œuvre. Il y a une vraie dimension, hein, vous le voyez, dans une démarche créatrice, très souvent de temporalité. Hein, il y a vraiment quelque chose, c'est-à-dire que le temps fait œuvre, hein, le temps, au même titre que la mer sculpte la nature à travers le temps. Bah, le temps aussi, quand il y a une idée qui est comme ça, qui est de l'ordre du germe, bah, le temps ensuite doit, doit sculpter, doit arroser, doit faire ensemencer l'idée. Ça, ce sont d'autres œuvres de cette artiste. Un petit clin d'œil sur Christo et Jean-Claude. Dans cette conférence, ça me semblait important de faire le petit clin d'œil à Christo et Jean-Claude, parce que c'est vrai qu'il y a ce processus chez eux artistique et cette démarche artistique qui est importante. Il y a de nombreux projets qui se sont paralysés, mais en tout cas, ça a toujours été dessiné. Euh, il y a toujours eu de nombreux dessins préparatoires et de maquettes à travers leurs projets. Et il y a cette idée aussi euh, il n'y a pas de commercialisation de l'œuvre en tant que telle dans leur démarche artistique. C'est-à-dire que, alors, c'est vrai que pour pouvoir réaliser leur projet, ils vendaient leurs dessins préparatoires, leur collège, leur maquette, c'est ce qui leur permettait de réaliser leur projet. Mais il y avait quand même cette idée euh, de disparition et de ne pas faire des œuvres qui allaient perdurer, c'est-à-dire d'être dans quelque chose de l'ordre de l'éphémère. Et ils souhaitaient à travers ça parler essentiellement de la liberté. Donc la démarche, elle était
aussi importante que la finalité du travail. On avait déjà vu Christo et Jean-Claude, donc je vais pas y passer beaucoup de temps. Peut-être un peu plus sur cet architecte. Et dans cette idée, on va avoir deux dans cette idée de projet papier dont j'ai parlé au tout début de la conférence, c'est-à-dire de ces projets qui ne se réalisent pas. Endless House, c'est un projet qui ne va pas se réaliser d'un architecte donc, qui s'appelle Frédéric Kissler, qui va finalement élaborer ce projet pendant des années et le faire évoluer. Alors c'est assez intéressant parce que on est dans une architecture très organique, comme vous le voyez. Alors c'est un espace, comme son nom l'indique, sans fin. C'est un architecte d'origine autrichienne qui est vraiment enfin, est vraiment dans quelque chose, dans une démarche très différente de ses homologues et qui va être dans cette idée de continuité en partant de la spirale. Et il va être dans des recherches finalement de permettre à l'homme de vivre dans un environnement qui est un environnement qui serait plus adéquat à à sa forme, telle que on a pu le vivre au tout début des peintures rupestres, au tout début des groupements humains à l'intérieur des grottes. C'est-à-dire essayer de reprendre cette idée qui lui semblait la plus apte, la plus sensible, la plus adéquate à notre nature humaine, c'est-à-dire la forme de l'œuf, la forme originelle de l'œuf, la forme de la caverne, cette forme ronde, maternelle, maternante, cette architecture de courbe, ces formes biomorphiques, cette idée de cellules aussi, de cellules qui sont les unes à côté des autres, et en supprimant ce qui pourrait s'appeler le séparatisme, tout ce qui va être, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre le plancher, le mur, le plafond. C'est l'idée de l'organisme vivant qui est en évolution permanente et qui fait analogie avec le corps humain et qui va créer ça va être un noyau central, si vous voulez, et puis autour duquel vont se développer différents éléments architecturaux. On le voit, je vous ai mis une autre photo, il y a vraiment cette idée d'organe, hein, vous voyez, dans cette architecture de Kistler, il y a vraiment quelque chose de très organique et on a ce sentiment d'être à l'intérieur du corps également. Et je trouve ça intéressant dans la démarche. Alors malheureusement, les premiers dessins, pour vous dire tout le processus artistique, les premiers dessins datent de fin 1920 de cet architecte et les dernières maquettes de 1960. Donc c'est une recherche qui va le hanter pendant 40 ans. Et ouais, vous voyez comme quoi c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir cette, euh, cette notion d'idée qui germe, ce déclencheur, cette idée initiale où on va aller chercher nos idées, et puis cette notion de temporalité dans notre processus, dans le processus artistique. Parfois, il est immensément long. C'est une vie, parfois, c'est toute une vie. Et puis, il n'aboutira pas. Et c'est pas grave, hein. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est pas grave parce que vous voyez, on est en train, nous, aujourd'hui, de regarder le travail de Kistler et de théoriser sur le travail de Kistler, sur ces maquettes qui sont, enfin, quand on voit ces maquettes, elles sont exceptionnelles. Il y a vraiment, enfin, on aurait envie, oui, de les faire en grandeur nature et de pouvoir se promener à l'intérieur. Je vous montre cette autre maquette en plâtre, mais il y a quelque chose vraiment de l'espace extensible, de la fluidité des parcours qui est vraiment intéressante et en effet qui a été extrêmement moderne, peut-être trop avant-gardiste pour l'époque, mais qui est aujourd'hui très actuelle. Donc,
Donc voilà, il y a parfois peut-être quelque chose qui est de l'ordre du décalage et d'artistes qui sont peut-être un peu trop avant-gardistes et finalement, il va falloir voilà, faire évoluer l'idée et puis il y a une obsession, il y a quelque chose d'obsessionnel dans une idée qu'on va faire évoluer au fur et à mesure, qui ne sera pas réalisé, qui restera à l'état de projet papier, mais qui sera tout aussi intéressant à appréhender pour nous autres, dans le cadre de la théorie notamment, mais aussi de l'esthétique. Du même ordre, projet papier de Le Corbusier, le fameux, un projet de musée à croissance illimitée, qui date de 1939. Donc l'idée de Le Corbusier, c'était de prolonger la construction et d'augmenter à chaque fois que nécessaire ses capacités d'accueil. C'était plutôt une bonne idée, simple, mais bonne idée. Donc il y avait vous voyez, cette notion labyrinthique hein, qui devait s'étendre au fur et à mesure des besoins. On regarde une autre vue, donc une maquette. Donc on a ce plan en spirale carrée. Alors c'est tout à fait différent. Vous voyez là, on a cette sensation que c'est assez clos, assez fermé, que ça respire pas, que ça peut quand même être assez asphyxiant dans la circulation. Et finalement, quand on regarde d'un autre point de vue, on voit que non, finalement c'est très aéré, que la circulation elle n'est pas du tout linéaire, qu'il y a tout un tas de percements qui permettent de faire communiquer les espaces et de circuler dans des mouvements d'aller et de retour à l'intérieur de ce musée. Même chose, une autre vue qui a été restituée numériquement. Vous voyez, c'est contrairement à la vue de dessus, c'est extrêmement aéré. Et voilà, c'est un projet qui n'a pas été réalisé, mais qui permet encore à des artistes, à des architectes de réfléchir à des protocoles, à des démarches, à des façons de travailler heu heu, différentes, aller dans des axes qui sont des axes peut-être auxquels on n'aurait pas pensé. Donc ce sont des projets qui sont intéressants. C'est pour ça que les dessins, préparatoires, les maquettes préparatoires, sont importantes et qu'il faut finalement, les conserver, les archiver, les numériser, les photographier de façon à pouvoir, garder trace de cette démarche. Parce que la démarche, elle nous montre comment on réfléchit. Voilà pour ces projets papier. Je continue, sur, cette idée, d'œuvre inachevée, donc d'œuvre qui est réalisée mais qui est inachevée. Alors c'est un artiste contemporain que j'aime bien aussi, pour l'avoir écouté, de nombreuses fois, qui s'appelle David Altmejd. C'est un nom un peu difficile à dire alors je cite, «Si une pièce reste» je le cite: «Si une pièce reste longtemps dans l'atelier, ce que je vois, ce sont toutes les possibilités, toutes les ouvertures, les différents moyens d'ajouter des choses, de faire des connexions. Je vous montre en même temps. Je veux dire, tant qu'une sculpture reste dans mon atelier et que j'y ai accès en tant que sculpteur, je vais continuer à faire des connexions, à ajouter des choses, créer des liens». En fait, cet artiste, ses œuvres, ses sculptures, hein, vous voyez là, ces sculptures, installations, ne sont jamais terminées. C'est-à-dire qu'il va constamment ajouter des choses. Il y a des éléments à l'intérieur, des éléments à l'extérieur. Heu, il va toujours avoir, cette idée que cette œuvre n'est pas achevée et qu'elle est en cours d'évolution, tel, tel un organe vivant, telle une œuvre vivante qui, finalement naît, se développe et continuer d'évoluer, sans fin, définie. Il a cette démarche, ce processus-là. Et donc vous voyez là, on a un détail, avec, des éléments qui sont à l'intérieur, des éléments, qui, sont figuratifs, qui ressemblent à des personnages avec, un corps qui est fragmenté, qui est,
dévêtus, avec des éléments qui rappellent des éléments végétaux. Il y a des éléments qui rappellent des objets. Il y a une espèce de mise en abîme. On a l'impression d'avoir un effet miroir. On a l'impression de rentrer à l'intérieur. On a une espèce de perspective comme ça qui nous donne un peu le vertige. Mais ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est vraiment cette notion d'évolution et d'œuvre vivante. Comme s'il il nourrissait son œuvre au jour le jour pour pour la faire croître. Il y a vraiment cette idée-là dans sa démarche. Donc, vous voyez, il y a pas une œuvre maquettée, dessinée au départ, pardon, et puis ensuite finalisée. Il y a une œuvre qui est réfléchie, qui commence à être exécutée dans un processus et qui continue d'être exécutée au quotidien, au fur et à mesure. Et cette œuvre, elle est œuvre finalement depuis le début de la démarche, il y a pas un moment où elle ne fait pas œuvre, elle est œuvre dans toute la temporalité de son processus.